Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Bonjour, Francis. Salut Mario. Alors, mise à jour économique aujourd'hui, le ministre Girard qui c'est pas rose la situation économique, c'est pas tout noir non plus, il dit pas la grosse récession, mais on a un petit bout de rough à passer. Oui, effectivement, déjà ce qui se dégage, là, c'était une mise à jour sans grande surprise, on va se le dire, Mario. Là, il n'y a pas eu comme un espèce de truc là, sorti du chapeau là, qui était totalement inattendu. Ce qui se dégage, en tout cas certainement, là, c'est que les prévisions de croissance pour l'économie québécoise là, sont fortement revues à la baisse. Je te parlais là, ces dernières semaines, ces derniers mois d'une période de quasi-stagnation. Là, c'est pas mal à cette conclusion-là quand arrive le ministre Girard. Là, donc, on passe de 1,4 à 0,7% de croissance. Puis encore une fois, sachant que des fois, les ministres des Finances sont un petit peu optimistes. Oui, mais je ne sais pas si tu as entendu dans le propos, le 0,7% de croissance, il nous prépare au fait qu'il serait surtout en deuxième moitié de 2024. Oui, là. Il dit les 6 premiers mois de 2024 vont être tough. Là. C'est un peu ce qu'il a laissé entendre. Là. Exactement. Donc, selon toute vraisemblance, on rappelle la définition technique de la récession, là, 2 trimestres de suite dans lequel le PIB se contracte. Ça se pourrait qu'on vive ça là, actuellement. Puis évidemment, les données statistiques sont toujours publiées avec un peu de retard, mais ça soit dans une récession. Encore une fois, le mot en air, là, comme on le dit, mais c'est relativement une période de très faible croissance qu'on vit actuellement. Puis pour toute la prochaine année, c'est ce qui se dégage de ce budget-là. Ensuite, c'est des mesures qui étaient attendues, Mario, mais bon, on indexe quand même un certain nombre là, de prestations sociales pour les familles, pour l'aide sociale, etc. Donc, là-dessus, et les tables d'impôt pour les travailleurs en même temps. Et les tables d'impôt pour les travailleurs. C'est important. En principe, on l'a vu. Tout à fait, mais comme tu le sais, Mario, les salaires ont augmenté l'année d'un petit peu 4%, je pense, de mémoire. Ça veut dire qu'essentiellement, en proportion de ton salaire, tu vas dépenser quelque chose en impôts. Donc, c'est pas comme si on se retrouvait plus riche, là, toute proportion non, gardée. mais c'est parce que moi, j'ai connu une époque, c'est dans les années, je sais plus quand, là, 90, début 2000, il y a quand même eu une longue époque au Québec où on n'indexait plus les tables d'impôts. Donc, sans jamais sans jamais annoncer de hausse d'impôts, le gouvernement haussait les impôts du montant de l'inflation à chaque année, tu comprends? Parce que tu commençais à payer, on disait, mettons, tel palier, le premier palier, c'était à tel montant. Mais l'année d'après, ça vaut moins là, avec l'inflation, puis 5 ans après. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a maintenant corrigé, là. C'est une bonne affaire. L'autre question, c'est... C'était avant mon époque. L'autre question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour les syndiqués du secteur public? Là? Tout à l'heure, je parlais avec la présidente de la CSN qui dit, nous, ça change rien à nos demandes. On pense que le gouvernement a des marges de manœuvre, mais en tout cas, dans le discours du ministre Girard ce matin, il semblait en avoir moins de marge de manœuvre. Là. Effectivement. Puis je me demande, Mario, si c'est pas aussi... je me demande s'il n'y avait pas eu cette espèce de pression là, actuellement du Front commun sur les finances publiques, si le ministre Girard aurait pas été un petit peu plus yop la vie là, dans sa mise à jour ce matin. Je pense qu'il y avait un peu de stratégie là-dedans également, de montrer à travers la démonstration puis les mesures annoncées qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre essentiellement. Les déficits sont toujours au rendez-vous. Et donc, comme tu le sais, Mario, là, dans la mise à jour, savante proposition là, du point de vue politique, mais les dépenses additionnelles pour le secteur public correspondent à la dernière offre qui a été faite dollar pour dollar. C'est comme un peu, c'est pas dire offre finale, mais c'est un peu ça aussi en même temps. Donc, il faudra voir comment ça se goupille, mais en tout cas, l'offre à 10,3%, je pense, est pas mauvaise. Là. Je pense que les syndicats réclament davantage, mais encore une fois, au moins, ça pose un peu un plancher là, sur lequel les mais en fait, l'autre tableau, qui est, tu vas me dire, c'est la troisième avant-dernière ligne d'un tableau à la fin du document, mais qui est quand même très importante, c'est l'inflation prévue pour les prochaines années. Parce que les syndiqués disent on perd beaucoup de pouvoir d'achat. Puis c'est vrai que l'on vient d'avoir 2 années, l'année passée, cette année, de forte inflation. Par contre, le gouvernement prévoit, je pense que c'est 2,4 l'année prochaine, 2,1, 2. Donc, on prévoit un retour là, aux alentours des 2 %.
où là, l'offre du gouvernement devient raisonnable, permet aux employés de rester autour de garder leur pouvoir d'achat. Donc ça, c'est l'idée que l'offre était une insulte, était dérisoire, était ridicule. Non, là, pas quand on regarde les chiffres tels qu'ils sont dans la mise à jour de ce matin. Tout à fait. En même temps, Mario, je pense que les syndicats feront valoir que pendant que l'inflation était à 8% là, la dernière année, on n'a pas eu autant de... Fait qu'il y a un effet un peu, une volonté de rattrapage, disons, par rapport au benchmark de 2019-2020. Mais encore une fois, tout ça pour dire, là, je ne veux pas rentrer dans la guerre de chiffres, mais comme tu le dis, à la lumière des projections du ministre Girard en matière d'inflation, ces offres-là sont raisonnables puis permettent de rattraper justement le déficit de pouvoir d'achat là, par ces travailleurs-là. Le géant des jeux vidéo Ubisoft qui coupe des emplois au Québec. Ouais, j'ai vu différents chiffres, là, mais grosso modo, une centaine de personnes, Mario, qui perdent leur emploi chez Ubisoft. C'est essentiellement dans les différents studios. Là, comme tu le sais, jadis, là, Ubisoft était surtout concentré à Montréal. C'est toujours le cas d'ailleurs, mais ils ont aussi des bureaux à Québec, Saguenay et Sherbrooke. Ce qu'on comprend, par contre, Mario, là, c'est que c'est une réorganisation qu'on pourrait appeler corporative, donc vraiment là, de la strate, on va dire, d'en haut, là, administrative. Et donc, les gens qui ont perdu leur emploi, ce ne sont pas des gens qui fabriquent directement des jeux, mais bien des gens, mettons, aux ressources humaines, aux finances, aux communications, donc vraiment les fonctions support. En tout et partout, là, cette centaine de personnes-là, ça représente moins de 2% de la main-d'œuvre totale d'Ubisoft au Canada. Donc, c'est pas comme on a vu des chiffres là, chez Google, Facebook, Amazon, là, qui coupaient à coup de 10, 12, 15% de la main-d'œuvre. C'est pas le cas, mais quand même, c'est dommage. Puis c'est certain que dans le contexte actuel, Mario, là, bien qu'on vive une pénurie de main-d'œuvre, c'est des emplois souvent qui sont bien rémunérés dans un secteur très, très, très dynamique. Donc, ça peut être un petit peu difficile là, de se retrouver immédiatement un emploi pour ces travailleurs-là. Mais je pense que Ubisoft, on l'a vu ces dernières années, a eu quelques petites difficultés, de la difficulté à s'adapter aux nouvelles normes dans le domaine du jeu. Il y a encore des belles franchises, mais de manière générale, l'entreprise a eu des années un peu plus difficiles. Donc, c'était un peu la suite logique là, peut-être de tout ça, de commencer à réorganiser justement là, les fonctions support pour s'assurer de se concentrer davantage sur la fabrication des jeux là, en termes d'investissement. Donc, voilà. Francis, pas mal de faillites ces mois-ci au Québec. Oui, ben c'est la pire, le pire trimestre en 10 ans. Là, donc, il y a eu une augmentation assez fulgurante là, du nombre des comme qu'on appelle dossiers d'insolvabilité, là, donc essentiellement des faillites. On parle quand même de plus de 1000 entreprises à l'échelle canadienne, 1129 entreprises qui se sont placées sous la protection de la loi au dernier trimestre. C'est une augmentation de entre 30 et 40% là, par rapport à pareille date. Puis le Québec a plus que ça parle, hein? Ben, comme toujours, Mario, comme tu le sais, là, le Québec, autant pour les faillites personnelles que pour les faillites d'entreprises, là, fait pas très bonne figure. Il y a plusieurs raisons à ça, la solidité de nos entreprises, l'omniprésence des PME, la dépendance forte aux subventions publiques qui, depuis la fin de la pandémie, ont chuté assez rapidement. Et donc, c'est quand même un petit peu dommage, tu sais, parce que les entreprises, ben, c'est évidemment souvent le mode de vie et la rémunération des dirigeants fondateurs, mais aussi de toute une panoplie de travailleurs qui, encore une fois, là, vont se retrouver un peu le bec à l'eau. Je réitère, Mario, qu'on est dans une période quand même assez faste en matière d'emploi. Donc, tu sais, c'est pas comme si des faillites là, dans une période où on serait à 12% de chômage, ça serait un peu plate. Je crois que tout ça va se replacer. Mais ce que ça pose comme question quand même, Mario, c'est que chaque dossier d'insolvabilité, souvent, ça vient avec des dettes qui ne sont pas payées, ça vient gréver le bilan des institutions financières, des prêteurs, des investisseurs. Et donc, ultimement, ils peuvent s'avérer plus frileux de faire de nouveaux investissements et donc d'encourager moins de création d'entreprises. Puis je pense qu'on en avait parlé il y a quelques semaines, Mario, mais la création de nouvelles entreprises puis l'intention d'entreprendre est aussi à son plus bas historique au Québec et au Canada actuellement, de même que le repreneuriat d'entreprise, au moment même où
tous les baby boomers, ou en tout cas une grande proportion des baby boomers sont en train de quitter la force de travail. Donc, je ne sais pas comment ça va tourner tout ça, mais c'est un peu inquiétant quand même. Ouais. On espère que des entreprises ne vont pas partir là, comme des épaves là, au large, là, Non. dérivées jusqu'à ce qu'ils frappent des roches. Donc voilà, c'est un contexte, une genre de tempête parfaite entre taux élevés puis incertitude face à l'avenir là, qui explique un peu tout ça. Merci, Francis. À demain. À demain.